Salut les petits bichons, c'est Laurent Jacquet pour Laurent Jacquet Vidéo Show, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, comme convenu, on va te présenter la caisse à outils maçonnerie. Donc la caisse à outils maçonnerie, deux trois petits trucs, je t'en parlerai un petit peu. Alors en gros, cette caisse à outils ici, pareil, t'imagines bien qu'on t'a pas amené comme pour les autres caisses, tous les autres outils qu'on avait dans le camion parce qu'on en a des plein cuchons. Et puis nous, on n'est pas ultra spécialiste de ça. Malgré tout, j'ai voulu faire cette vidéo avec Greg, un collègue que tu as peut-être déjà dû voir, ou du moins que tu vas voir. C'est un collègue avec qui je bosse beaucoup. C'est un collègue qui est en train de faire une maison en paille et qui a dans sa vie, dans son parcours, tu me dis Greg si je me trompe ou quoi que ce soit, qui dans sa vie, dans son parcours a beaucoup travaillé dans les enduits, dans l'éco-construction, etc., la maçonnerie, un peu de charpente, etc., etc. Et donc, vu qu'on bosse pas mal ensemble, et que souvent Greg, quand on bosse ensemble, il gère pas mal de gros œuvres, eh bien, je me suis dit, je vais faire cette vidéo avec Greg, parce que, vu que comme ça, on bosse un peu ensemble, et puis toi, t'y connais, moi j'y connais un peu, et puis à nous deux, on arrive à se débrouiller. Greg, tu vas sûrement le voir dans la vidéo, quand je mettrai la vidéo. C'est avec lui que j'ai fait la super mezzanine de fou, ou d'ailleurs celle où je m'étais coupé le pouce, etc. C'est avec lui que j'ai fait une vidéo de maçonnerie où on avait fait un petit chantier dans le Beaujolais, là-bas aussi. On te mettra les... Tu l'avais posté, non ? Je l'ai encore pas posté. Ça va peut-être pas tarder, mais voilà, tu verras à mesure. Voilà, et puis tu apprendras à le connaître, voilà. C'est un bon copain. On est amené à se revoir, de toute façon. On est amené à se revoir, voilà. Donc, ça, c'était pour la petite présentation. Donc maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. En gros, on est des collègues, on touche à pas mal de trucs. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est la caisse qu'on appelle maçonnerie gros œuvre. Donc qui sert à faire un peu de maçonnerie, un peu de moellon, un petit peu de trucs comme ça, des petites chapes, des travaux de finition, d'enduit. Toujours est-il que, comme d'habitude, comme pour les autres vidéos, on vous présente ça de manière très humble en tant qu'artisan généraliste, et on n'est pas des ultra spécialistes de la maçonnerie et du gros œuvre. Donc ça veut dire que peut-être que s'il y a des maçons qui nous regardent, ou des super pros, ils vont peut-être dire, tiens, vous avez oublié de présenter ça, ou il n'y avait pas ça, ou il n'y avait pas ça. Oui, parce que nous, quand on fait de la maçonnerie ou du gros œuvre, même si on a eu fait des trucs super cool, pour l'instant on bricole et on fait des trucs qui sont cool, qui sont à notre portée, mais... On n'est pas des maçons. Voilà, on n'a pas une boîte de maçonnerie où on fait de la maçonnerie du matin au soir. Voilà, nous on fait un petit mur de clôture, on fait une petite terrasse, on fait un petit truc, on bricole, et puis on sert aussi beaucoup de ces outils pour nos propres maisons, nos propres rénovations. Donc on voulait quand même vous présenter ça, parce que tu vois, il y a un petit peu de clou. Et puis malgré tout, c'est quand même encore une fois des outils à main, quoi. C'est des outils. On va pas te montrer dans cette vidéo ni une bétonnière. Ni on va pas te montrer dans cette vidéo le malaxeur, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, et on va pas te montrer dans cette vidéo tout ce qui est échafaudage, machin, et puis tout ce qui est matériel annexe, pareil, les pinces multiprises, les tournevis, on a tout ça. Ça, c'est une caisse à outils, disons, indispensable, voilà. C'est le nécessaire à avoir si on veut faire un peu de maçonnerie. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on a voulu vous présenter, c'est-à-dire vous, si vous voulez faire un peu de maçonnerie, vous êtes peut-être même pas obligé d'avoir tout ça. Non, pas tout, mais il y a voilà, des choses qui sont indispensables. Justement, on va commencer par les choses qui sont vraiment... On va commencer par les choses qui sont un peu indispensables. Voilà. Alors avant de commencer, moi je fais toujours un truc, Greg, c'est que je présente le contenant. Alors tu vois, d'habitude, tu sais, j'ai toujours mes petites caisses Festool que j'adore et tout. Et en fait, là, la maçonnerie, tu vois, c'est bourrin. Enfin, c'est bourrin. C'est des gros outils. Voilà, c'est des marteaux, c'est des machins. Donc c'est un peu... donc on va pas foutre ça dans une petite caisse Festool qui risque de péter et puis et puis qui est trop petite. Donc pour ça, j'ai un coffre en acier que j'ai depuis longtemps, qui est pas très grand, qui doit faire aller 70 cm par 35. Et puis par 30 de haut, et du coup on fout tout ça là-dedans, et puis quand on fait de la maçonnerie, comme les autres caisses, on se pose pas de questions à dire tiens j'ai un truc là, on prend la caisse, on la balance dans le camion, et voilà, et c'est parti. Bon, maintenant que vous avez vu la présentation du contenant, je fais juste la mini parenthèse, parce que, et après Greg tu démarreras sur les indispensables. Ici, je sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais ici dans le couvercle, j'avais posé 2-3 peignes. Je veux juste parler de ça parce qu'on va pas s'attarder sur le sujet. Je vais vraiment faire une vidéo typique et spéciale sur la caisse de carrelage, et dans laquelle je vous présenterai plein de peignes, des dizaines de choses différentes. En fait, ces peignes, c'est pas des peignes que je me sers pour faire le carrelage, c'est des anciens peignes. Donc en gros, ces peignes, quand ils manquent de précision, ou quand ils sont plus bons, ou quand je remplace
mes peignes de carrelage, au lieu de les balancer à la poubelle, je les fous dans la caisse maçonnerie. Et comme ça, tu vois, ça peut me servir sur un chantier pour commencer une première truc, tu sais, faire une couche d'accroche pour un enduit. Ça me sert à plein de choses. Je m'en sers... faire lisser un peu, parce que du coup, il y a toujours une partie lisse, c'est vrai qu'on peut lisser. Lisser, faire des bouts de façade. Et tu vois, ils sont un peu tout pourris, tu vois, ils sont un peu... mais parce que... ceci, j'en prends pas plus soin que ça, parce que là c'est vraiment plus pour faire, c'est pour dire en gros de pas les balancer à la poubelle. Je m'en sers plus en carrelage, où je les ai changés, plutôt que de les balancer, je les prends, je les mets là, et puis que ça me sert, et puis ceux qui me servent pas au bout de 2 ans, je les balance ou je les donne à un copain, etc. Voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse, parce que je ne veux pas m'attarder là-dessus, et là-dessus on s'y attardera plus quand on fera la caisse carrelage. Bon allez Greg, tu commences, donc on va démarrer, on a dit avec Greg, par un petit peu les indispensables, les trucs que nous on estime qu'il faut avoir pour faire, en gros Disons, si t'as pas ça, tu peux pas. Si t'as pas ça, faut pas te lancer là-dedans. Voilà. Allez Greg, on peut commencer par exemple par le fil à plomb. Le fil à plomb. Alors le fil à plomb, super outil de précision, on peut dire. Parce qu'en fait, c'est avec ça qu'on va tirer un aplomb. Donc un aplomb, en fait, c'est un niveau vertical. Et avec ça, en fait, on est sûr de ne pas se tromper. Parce que c'est la loi de la gravité qui fait que le fil à plomb, il descend. Donc, en fait, on se met sur un support de ce côté-là. On fait toucher le haut, en fait. On imagine que là, on a un mur de moellon, quoi. Voilà, par exemple, ou même le niveau. Voilà. Et par contre, alors normalement, Greg, je te coupe juste une seconde. Normalement, le carré est égal à la base du rond. Exactement. Le carré, en fait, pour voir si un fil à plomb est juste, on fait comme ça. Et après, on vérifie là si ça affleure bien de partout. Bon, normalement, il n'y a pas de problème. Ouais, fil à plomb, c'est pas de... Mais bon, il peut y avoir un petit peu, mais c'est... Si t'achètes ça, un truc pourri dans un bricot, peut-être qu'il y a une... Et encore, mais bon... Non. Il est aimanté. Ouais, il est aimanté, ça va foutre la merde. Bon, bah c'est pas grave. De toute façon, on va faire sur l'étagère, par exemple. Non, mais c'est pas grave. Mais même comme ça, de toute façon, on va pas leur montrer à faire de la maçonnerie. C'est pour, en fait, le principe, c'est de faire toucher le carré d'en haut sur une face. Et de dire, bon bah là... Et de laisser pendre le plomb. Et vu qu'il est de gravité et que la masse du cylindre est égale à la... Enfin, et que la taille du cylindre est égale à la taille du carré, si c'est d'aplomb, normalement, quand le haut touche ici, le plomb devrait toucher ou vraiment fleurer. Voilà. Et là, si c'est bon, bah, l'avantage c'est qu'on peut mesurer un aplomb sur un mur en moellon de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, ça dépend du fil après, mais ouais, c'est ça. Donc là, mon étagère, elle est tordue. Elle est pas Elle est toute pourrie, là, cette étagère. Tu me referas ça, s'il te plaît. Ouais, tu me referas ça, pas de ça chez nous. Donc fil à plomb, bon, voilà. Rien de fil à plomb, compliqué. Rien de compliqué, mais ça même en charpente, ou dès que tu fais un peu du gros œuvre, du machin, dès que tu fais des choses qui ont un peu de hauteur. Et puis surtout, je vois en charpente, quand on travaille un peu avec des bois qui sont un peu tordus ou choses comme ça, en fait, on n'a pas de repère. Si on pose un niveau sur le bois et que le bois est tordu, bon, bah, on ne pourra pas prendre le niveau. Ah ouais. Donc, si on a une référence en haut et une référence en bas, avec le fil à plomb, on sera forcément d'aplomb. D'accord. Droit. Okay. Même si le bois est tordu, dans tous les cas... Ok. Alors ça, fil à plomb, c'est réglé. Deuxième instrument. Donc, deuxième instrument, c'est un peu son frère, c'est le niveau à bulle. Alors, niveau à bulle qui fait niveau horizontal et vertical. Donc, il y a les deux bulles. Alors moi des niveaux j'en ai 50, mais par contre le niveau à bulle de maçonnerie, j'aime bien prendre un truc en fer bien cossu. Pourquoi? Parce que c'est des bons niveaux de maçonnerie. Voilà, ça c'est des bons niveaux parce que bon, ça va, je veux dire, on fait de la maçonnerie, on fait pas de la petite ébénisterie où on va mesurer une étagère. Voilà, ouais, anti-choc. Non mais je veux dire, là Stanley comme ça, cette gamme anti-choc, c'est pas donné, mais je veux dire franchement ils font du super bon niveau et j'essaie de les prendre aimantés. Parce que bon, tu me diras contre la maçonnerie ça aimante pas, mais t'as toujours des fois c'est pratique. C'est vraiment pratique. Et avant j'en avais mes petits niveaux alu, tu sais que j'ai dans le camion, qui sont super bien, mais je trouve qu'ils sont légers quand tu fais de la maçonnerie. Parce que quand tu fais de la maçonnerie, et bah, tu le prends, tu le poses, tu le choques, tu fais de la maçonnerie. Tu sais, des fois on le fait tomber. Voilà, il tombe dans le ciment, machin. Donc je trouve que là, ça, voilà. Bon, ça c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut savoir qu'à niveau ça peut se régler, tu dois bien le savoir, mais... Alors moi je savais pas ça. Il n'y a pas de niveau. Ça peut se régler. Ben non, mais je savais pas. Je savais comment contrôler un niveau, mais je sais pas comment régler. Voilà, pour le contrôler en fait, on le pose sur une surface, et donc le niveau indique une certaine la bulle, disons, se place à un endroit, et après on le tourne dans ce sens, enfin dans l'autre sens, et on vérifie que la bulle soit au même endroit. Ah ouais. Si elle n'est pas au même endroit, c'est dire que le niveau est pas juste. Ah ouais, donc ça veut dire que le niveau il est mort, tu le prends, tu le balances. Eh ben non. Ah. Parce que justement, en fait, bah tu vois, je vais me coucher moins. Il faut enlever ce cache là, alors j'ose pas trop tirer. Non, mais abîme-moi le pas, mon niveau. Bon, je l'abîme pas, on pourra pas montrer là. Mais pas... Donc t'enlèves ce cache. On enlève ce cache et en fait il y a deux vis. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il y a deux vis. Mais moi j'ai rien pour l'enlever là.
On avait ça. Non, non, tu es... Donne un tournevis. Arrête, tu lui fais peur. Fais pas le droit, donne un tournevis. Mais je sais pas si j'ai un tournevis. Putain, merde. Adieu, mais on fait la caisse maçonnerie, là, pas ingénierie. Ah bah ouais, mais machin, là. c'est intéressant de savoir ça. Bah oui, c'est bien sûr. Tiens, un tournevis. Merci. Bon alors aujourd'hui on n'a pas mis les 25 caméras pour zoomer et tout parce que bon vu qu'on est deux. Ah ouais ma caille. Sinon ça aurait été un niveau de merde. Sinon c'est mais non, mais en si t'as général, pas ça c'est un niveau de merde. Même un niveau de merde il l'a. Et donc là il y a 2 vis. Ah, donc ouais, si le niveau est pas juste, eh ben, il suffit de visser ou de dévisser le... Et donc du coup tu corriges ta bulle. Voilà, tu corriges ta bulle et bon bien sûr il faut se mettre sur une référence de niveau. Parfaitement de niveau. Ben oui, normalement c'est mieux, mais surtout ce qu'il faut c'est qu'une fois que ton niveau il est réglé, si c'est pas un niveau de merde, etc. Ouais. Ce qu'il faut surtout c'est qu'une fois que ton niveau il est réglé, même si la référence elle est comme ça, on s'en branle. Mais ce qu'il faut, c'est que la bulle, elle soit au même endroit quand tu le mets dans un sens que quand tu le mets dans l'autre. C'est bien ça. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, bah tu vois, je me couche. Mais déjà, si tu as une surface de niveau, tu te poses dessus, tu vois tout de suite si oui, s'il est pas de niveau. On est d'accord. Alors moi, je savais comment le vérifier, mais par contre, je savais pas... Oui, ça peut être bien de le vérifier avec un laser. Mais je savais pas par contre que ça pouvait se régler. Ça, je savais pas. On peut régler l'horizontal, mais le vertical, généralement, et on peut pas le régler. On peut pas le régler. Bon, après un niveau, même un bon niveau, ça peut te faire 3, 4, 5 ans, et c'est pas hors de prix. C'est pas hors de prix, Je veux dire, c'est pas hors de prix. Donc, je veux dire, même si de temps en temps, tu le changes. Voilà. Bon, et nous, pourtant, on n'est pas trop pour la société de consommation, mais bon, malgré tout, voilà. Attends, mets-le pas n'importe où, parce que tu sais, si c'est mal rangé, après, je dors mal. Ouais, voilà. Ouais. Il tient. Ouais, normalement il tient. On va voir s'il anti-choc. Bon, ok. Alors ensuite, on a présenté ça. Alors, une équerre. Bon, on te montre pas une équerre. Tu vois ce que je veux dire. Une équerre, il sait bien d'avoir une équerre. Les truelles. Les truelles, donc. Bah, ça, c'est une truelle indispensable. Hein. Voilà, truelle normale. La truelle pour envoyer, pour donc, poser du moellon. C'est pareil, voilà, des truelles, on en a dans le camion. On va pas te sortir 85 truelles. Tu vas sur, je te laisserai un lien où tu vas sur... Outils des pros ou sur ce que tu veux, sur Google, tu tapes truelle et puis tu vas voir qu'il y en a des petites, des grandes. Ça, c'est une petite truelle qu'on appelle une langue de chat. Pour moi, ça, c'est indispensable. Travaux de finition, ouais, c'est sûr. Travaux de finition, ou même pour faire du gros, mais où tu n'arrives pas à aller parce que tu t'emmerdes. Ouais. Moi, indispensable. Langue de chat. Joint de pierre, par exemple. Joint de pierre. Ouais. Attends, parce qu'il y en avait qui étaient dans mon camion, je ne voulais pas les mélanger. La langue de chat, non mais la langue de chat c'est bon. Alors ouais, petite truelle triangle, bon elle, en étant honnête, je l'ai acheté, c'est une super bonne marque, c'est Revex, c'est de la bonne marque. J'ai dû m'en servir une fois, sans déconner. Ouais, c'est parce que ça, alors ça c'est pas un indispensable. Ça c'est quelque chose, si tu l'as et que tu t'en sers pour un truc. Moi je l'ai acheté parce que bon, des fois on achète des trucs et puis au bout d'un an on dit bon, je sais pas pourquoi j'ai acheté. Pour aller dans les petits coins, des fois, voilà. C'est pratique. Mais c'est toujours pareil. Le jour où je vais en avoir besoin, je serai content de l'avoir. Voilà. Mais ça, c'est plus pour, moi je dirais, plus finition d'enduit, choses comme ça. Ouais. Vraiment, si tu poses des moellons, ça, tu t'en... Ouais, ça, tu t'en tapes. Après, les truelles carrées, rectangles. Enfin, au carré. Moi, tu vois, je préfère presque ça qu'une ronde. Ah ouais, bah, parce qu'en fait, j'aime bien, tu sais, tu peux t'en servir, tu sais, tu vois, tu peux bien racler un angle. Tu sais, tandis que la ronde, tu te fais toujours un peu chier. C'est vrai. Donc ça, j'en ai 2, et moi, je me sers plus des sacs que de l'autre. Ça, c'est un peu comme les taloches, ça dépend des... Ouais, c'est les goûts, les couleurs, les habitudes. Ça, bon bah ça tu connais, ça c'est essentiellement des truelles pour jointer. Ouais. Quand tu poses la brique, tu sais la petite brique de parement, tu verras, j'ai fait une vidéo où je fais un petit pilier. Tu poses la brique de parement où tu fais des joints divers et variés. Hein. Ouais, c'est plus pour les joints de briques, hein, généralement. Ouais, ça c'est... Des joints réguliers, disons. Voilà, des joints réguliers, des petits joints, mais ça va vraiment bien, j'y adore. Ça c'est pareil, tu fais du joint de brique, t'as pas ça, tu te fais chier. Hein. Bah, tu te fais chier. Tu te fais chier, parce que, ou alors tu remplis carrément, et puis tu lisses, tu raques. Bon bah pareil, après s'il y a des maçons qui nous regardent, nous on est ouvert à tout, vous nous dites, bah tiens, moi je fais comme ça, puis on en parle. La dernière taloche que je vais présenter, enfin pas taloche, truelle, elle est un peu spéciale. C'est, je crois que c'est ce qu'on appelle une truelle parisienne. C'est vraiment les truelles pour briqueter. Ah bon, alors tu vois là, elle est un peu rouillée, mais sinon elle est de très bonne qualité, elle est comme neuve. C'est vraiment des truelles à briques. À brique. Et la différence avec une autre truelle, au-delà du fait qu'elle a une forme un peu spéciale, elle est très très lourde et elle est très épaisse.
Elle, c'est tout le contraire des autres. Il n'y a aucune souplesse dessous, elle n'est pas faite pour lisser un truc. Elle est faite pour mettre une brique sur le champ, il file un grand coup, tac, la casser, et vraiment, bah t'as vu, elle est vraiment... Ah ouais, mais ça c'est... Et je l'adore. Mais par contre, je trouve que pour poser du moellon ou quelque chose, ça va pas. Ça va pas, non. Voilà, ça c'est vraiment de la truelle, tu poses la brique de parement. Tu sais la brique que j'achète chez Prony là. Putain, je t'ai fait un petit reportage, faut que je te le passe aussi. Super tuilerie, tu sais, les briques, ouais, tu vois que c'est extraordinaire la qualité. Voilà, on a fait le tour avec les truelles. Ouais. La spatule de chapiste, on la présente quand maintenant peut-être? Ouais, bah ça va un peu avec. Ouais. Bah tiens, vas-y. Donc spatule. Vas-y, c'est plutôt ton, ton domaine ça. Spatule de chapiste, moi je m'en sers. Alors tu vois, ça ressemble à ça. Ou platoir flamand. Je crois qu'il y en a qui appellent ça platoir flamand. Alors, si on écorche 2-3 trucs ou 2-3 expressions, vous nous en voudrez pas. Très grave, ouais. Platoir flamand, lui, ça fait longtemps que je l'ai. Hein, ça va faire 10 ans. Ça, c'est plus vraiment pour de la chape. Donc, tu vas pas faire un mur avec. Enfin, du moins, moi, je suis pas capable de faire un mur avec. Mais ça, moi, je m'en sers pour le ragréage. Étaler un ragréage, c'est l'aider, tu sais, à aller un petit peu dans les coins, l'aider un peu. Et sinon, je m'en sers quand tu fais une chape ou un bac à douche à l'italienne. Et ben, c'est vraiment fait pour aller, tu vois, fignoler tes angles. Ça, c'est vraiment bien. Hein. Je sais pas si c'est indispensable, mais enfin, à mon avis, dès que tu fais de la maçonnerie au sol, un peu de la dalle, de la chape, du pavé, de la douche à l'italienne, je pense que vraiment tu vas en avoir besoin rapidement à mon avis, parce que c'est quand même vraiment une portée qui est plus intéressante qu'une truelle normale. Et alors tu me dirais bah on peut servir de ça, mais c'est vraiment pas pareil. Là tu vas quand même vraiment lisser, tu vas quand même vraiment pouvoir appuyer. Bon, c'est pareil, tout ce qu'on vous montre là, c'est vraiment une histoire de feeling, de ressenti. Il y a des gens qui vont peut-être détester travailler avec ça. Parce que, comme tu disais, c'est le ressenti, et puis on préfère bosser avec l'autre. Avec autre chose. Ouais. Avec autre chose. Donc voilà, platoir flamand, spatule de chapiste. Bon. Tu nous présentes quoi, Greg, après une petite massette. Pendant ce temps, je bois un petit coup. Si t'as pas de massette, tu peux pas... Ouais, celle-ci, t'as vu, elle est spéciale. Elle est spéciale, alors Ah. celle-ci, peut-être que je la montre un peu plus. Donc là, massette, là, par contre, ça c'est matos indispensable. Ah bah ça, c'est indispensable. Là, sinon, si t'as pas ça, tu arrêtes la maçonnerie, tu vas à la pêche. Tu vas à la pêche direct. Donc là, il y a deux côtés en fait. Un côté bon, pour taper normal avec les bords arrondis. Et il y a un côté avec les bords, Vraiment les arêtes vives. qui sont vives, voilà. Et en fait, ça sert surtout à casser les choses. Ouais, casser le moellon. Casser le moellon. Un demi-moellon, tac, 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 Voilà. tac, tac, tu tapes un peu tout le tour, ça le casse. Même si c'est pas non plus obligatoire d'avoir une massette avec les arêtes vives, parce que Non. la plupart des massettes elles l'ont pas et on arrive quand même bien à casser les moellons, mais c'est plus précis peut-être. Voilà, moi je trouve que vraiment en fait, pour faire la précision, tu as entièrement raison. C'est-à-dire que toi qui nous regardes, si tu as une massette normale depuis 25 ans et que ça va bien, Tu casses un moellon, de toute façon, tu vas t'es casser un pas moellon à 5 pareil. mm près. Hein. Voilà, c'est vrai, t'es pas à C'est 5000 vrai. près. Mais c'est vrai que celle-ci, je l'aime bien, parce que je trouve que, je sais pas pourquoi, elle est vraiment adaptée à la maçonnerie. Tout à fait. C'est-à-dire que j'en ai une autre dans le camion que je me sers avec la broche et le burin, mais celle-ci, je m'en sers vraiment maçonnerie. Donc ça, pendant qu'on est dans les outils de frappe, marteau de coffreur. Marteau de coffreur, ouais. Marteau de coffreur tout simple, un arrache-pointe, un arrache-clou, bon bah tout balourd. Donc tu vois là on est quand même toujours dans de la bonne marque, toujours, Revex, Le Borgne, etc. Parce que le problème sinon ça dure pas après, c'est ça. En fait ce qu'il y a c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment, tu vois là, je sais pas si tu te rappelles quand j'ai fait la vidéo de la caisse à outils bois, Romain il nous a montré à quoi elle servait cette fente. Et en fait elle sert vraiment à positionner un clou et tu mets ton clou ici et après donc ton clou il tient sur le marteau vu qu'il y a un aimant et du coup ça peut te permettre de le taper en haut, tu le tapes, après hop tu décroches l'aimant et hop tu finis de le pointer. Bon c'est des petits plus qui paraissent rien. Des fois aussi quand on est à l'envers c'est pratique. Parce qu'en fait il y a deux côtés, il y a un côté qui a un aimant et l'autre côté c'est pareil mais il n'a pas d'aimant. Des fois il y en a qui en ont mais là il n'y a pas d'aimant et... Quand tu es sur un échafaudage tu tapes en contrebas ou... Tu tiens une planche comme ça que tu veux la clouer par exemple, et c'est plus pratique de la faire du côté avec l'aimant parce que tu es sûr que la pointe elle tient, parce que là des moments la pointe elle va se faire un peu la malle. Si elle se barre un peu, si c'est une grosse pointe ou... Ouais. Voilà. Et donc, tout ça pour finir par rapport aux marques, comme on dit à chaque fois, c'est vrai qu'à chaque fois on dit ouais, prenez du bon matos. Mais disons que justement, comme tu as dit tout à l'heure, on n'est pas trop dans un système de consommation et du coup, en fait, si tu achètes des bons outils, tu les gardes. Si tu achètes de la merde, tu le gardes pas et du coup, tu fais racheter. Voilà. Et à la sortie, je pense que ça coûte plus cher. Et en fait,
pas cher coûte cher. Comme on dit souvent sur les chantiers, on n'a pas les moyens d'acheter du pas cher. Parce que quand tu vas à Brico, on n'a rien contre les Brico, mais quand tu vas à Brico acheter une ponceuse ou une visseuse à 20 €, et ben quand toi tu l'auras changé 4 fois, nous on en aura acheté une peut-être à 200, mais on va la garder 10 ans en utilisation intensive. Voilà, utilisation. Et ça, je dirais, il n'y a pas que ça. Il y a ça, parce que ça, comme tu dis, ça c'est la société de consommation. On croit qu'on fait une bonne affaire. Alors c'est sûr que si tu achètes un machin qui craint pas grand-chose, voilà, après c'est à toi de voir en fonction des utilisations. Mais sinon, il n'y a pas que ça. Il y a ça, mais aussi, il y a le plaisir de travailler avec quelque chose de bien. De bien. Tu sais, moi, mon père, pendant des années, il allait chez Brico, il achetait des scie sauteuses de merde à 40 balles. Je te jure, ouais, quand t'aimes bricoler, tu prends le machin, c'est de la merde, tu peux pas faire du bon travail. Ah, ça coupe pas droit, ça coupe pas d'équerre. Ça pinaille, ça s'emmerde, ça se met à caler dès que tu prends une bonne... Alors un jour, je lui ai dit, écoute papa, ta merde, tu la changes tous les ans, tu vas me la dégager. Et c'est vrai, il était tout content. Moi, vu que, bon bah, nous on est professionnels, et encore, moi je vous parle de ça à l'époque, mais maintenant, vous avez accès à des sites professionnels et à du matos professionnel. À du matos de professionnel. Voilà. Et pas forcément des fois très cher. Et pas forcément très cher. Parce que c'est vrai qu'après c'est compliqué pour quelqu'un qui va serrer une scie sauteuse 2 fois par an d'acheter un truc à 300 balles. Ça peut se comprendre, mais des fois, si on en a l'utilité... Mais je veux dire, aujourd'hui, tu tapes dans du Makita, dans du Bosch Pro, dans du DeWalt, etc. Ou même et puis, là... en fait, aussi, ça donne envie de s'en servir, du coup, on voilà. s'en sert plus. Et comme dit mon père, il dit, avant, quand j'avais quelque chose à bricoler, eh ben, rien que de penser de me servir de cette machine qui allait m'emmerder, et ben, du coup, j'avais pas envie. Et il dit, aujourd'hui, je sais que j'ai une bonne machine, parce que du coup, entre-temps, je lui en ai commandé une et je lui ai acheté une machine pro, que ça fait 10 ans qu'il l'a. Et du coup, comme il me dit, maintenant, rien que le fait de savoir que j'ai une bonne machine, eh ben, je suis content. J'ai envie de m'en servir. C'est le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça. Alors ça, c'était une parenthèse sur l'électroportatif. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que le matos, même un marteau, c'est pareil. Quand tu as une massette qui est toute balourd, et un jour, c'est vrai que c'est une massette qu'on monte, là, les outils qu'on montre, moi je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils sont équilibrés, ils sont bien. Et puis après, une massette, on va dire, mais une massette, c'est une massette, on s'en fout, mais en fait, t'as le manche, des fois, c'est pareil. Ouais. Au bout d'un moment, c'est un vieux manche en bois. Et puis même, je veux dire, c'est anti-vibration. Ça bouge et tout, après ça se barre. Si tu te coinces, des fois, le marteau, il y a la masse retour, ça te coince les doigts, t'as des pinceaux, tu la jettes, t'en as marre. Ça arrête, tu rentres voir ta femme. Et voilà, tu dis, allez. Pendant qu'on est dans les outils de frappe, un maillet normal. Bon, maillet, lui, je m'en sers un peu pour tout, carrelage, machin, pour mettre du pavé. Donc tu vois, celui-ci, il a un côté rond, et un côté plat. Bon, des maillets, c'est pareil, il y en a 50 sortes. Lui, c'est pareil, il a des bornes. Hein. Tu m'en sers pour un peu tout. De partout, il faut taper sans faire trop le badabeu. Et surtout, sans marquer. Parce que des fois, tu peux avoir besoin, quand je dis le badabeu, tu peux avoir besoin de taper fort. Mais ce qu'il faut, c'est pas laisser de traces sur ce que tu tapes. Donc le maillet, par exemple, quand tu fais du pavé, ça peut t'éviter d'avoir une massette et un bout de bois, parce que sinon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre un bout de bois sur ton pavé pour pas l'abîmer, tu vas taper dessus avec la massette, et donc du coup, le bout de bois va servir à amortir. Donc tu t'emmerdes. Ou de casser, tu peux casser même oui, des bordel, fois, où tu peux casser le bordel, tandis qu'avec ça, et ben, ça va pas mal, ça amortit un peu les chocs. Bon, un maillet normal. Après, moi, j'ai tous ces espèces de marteaux, de machin. Alors... les noms exacts, j'en sais rien. Tu vois, là, d'un côté, il y a une pioche, de l'autre côté, il y a un plat. Moi, ça, je m'en sers pour... Ça, c'est plus pour la brique. Brique moellon. Brique plâtrière. Etc. Même brique plâtrière et tout. Mais ça, ce genre de choses, moi, je m'en sers vraiment comme une mini pioche. Enfin, ça, je suis dans une tranchée ou dans des endroits m'emmerder, où tu sais, quand tu veux faire un scellement dans des vieux murs. Nous, avec Greg, on travaille pas beaucoup dans le neuf. On travaille dans le neuf, mais... on travaille beaucoup dans l'ancien, on aime l'ancien, on aime la pierre, on aime le mâche-fer, on aime le piset, c'est vrai. Le piset, là, ouais. Le piset, aujourd'hui, que tu vois les mecs, ils écroulent des murs en piset pour monter des merdes. Des murs en moellon. Putain, avec de la chaux plein de plastique. Ouais, mais il y avait une fissure. Ah, mais il y avait une... ça forme... C'était de la terre, ça fait 200 ans que c'est là. Putain, mais faut y restaurer ça, faut y refoutre un peu, hein. Et en plus, maintenant, on peut arriver à faire des enduits, à y remettre moderne, à y remettre cossu. Ça, et puis tout ça pour l'épaisseur des murs, les gens diront, ah, mais un mur, il fait 40, c'est trop épais, mais on s'en fout, en fait. Oui, mais on s'en fout. De toute façon, un mur en moellon, il fait au moins 30, hein. Je veux dire, t'as le moellon, ton isolant, ton oui, voilà. placo, il fait 30, donc 10 cm. Et puis même, des fois, les murs de clôture, des fois, c'est pas grand-chose d'arriver à y réparer un peu, enfin bref, et donc, du coup, nous, quand on est dans des vieilles baraques, et ben, par exemple, tu refais un solivage.
Et ben tu sais, pour encastrer un peu les solives, bah tu vois, des fois au lieu de sortir le truc, c'est dans le piset ou le mâche-fer, ça va impec. Ça va impec. Moi je m'en sers pour et ça en fait c'est surtout utilisé pour piquer les joints de pierre ou les façades en fait. À la base je pense que ça sert plutôt à ça. Ouais, moi je m'en suis servi pas mal pour justement piquer des façades. Toi tu t'en servais? Ouais. Alors moi j'ai piqué les joints de pierre. Après on a eu des outils pneumatiques donc voilà, mais des fois ça vaut pas le coup de sortir le compresseur, tout ça, donc t'as un petit truc à piquer, tu prends ça. Mais ça va bien, après quand t'as l'habitude, tu tombes des façades. Mais tu fais du boulot avec ça. Tu tombes des façades. Et tu sais, je crois qu'il y a aussi, comment ça s'appelle, la boucharde, non? Le gros marteau carré, je l'ai pas, ça. C'est le marteau carré avec des pointes. Ça c'est pour la taille de pierre, après c'est différent. Ah ouais, d'accord. Je croyais que c'était aussi pour enlever un peu, tu sais, des fois les vieilles façades. Mais ça, non, ça la va boucharde, en fait, ça sert à mettre une surface plane sur une pierre. D'accord. Tu sais, quand tu la casses, parce que tu sais, tu la cisèles tout le tour. Ouais. Et après, donc ça fait l'amorce de la. Toi, tu sais plus faire ça. Moi, je suis moins là-dedans. Bah, j'en ai jamais trop fait, mais j'ai écouté un peu dire. Bah, si, ouais, mais enfin, je veux dire, dans ce que tu faisais quand même. Ouais. Tu as quand même fait des trucs. J'ai pas taillé de pierre, mais j'ai pas mal restauré des pierres. Voilà. Tu as fait plus de la restauration donc, quand même de patrimoine. Je connais un peu le principe, et du coup, en fait, il faut ciseler tout le tour là, une pierre que tu veux casser. Tu veux casser une pierre en deux, par exemple. Et après, donc, tu la tapes, et au bout d'un moment, bah, elle casse. Sauf que du coup, tu as une surface qui est quand même plutôt lisse sur 1 centimètre. Ouais. Et après, la boucharde, tu ramènes. Tu ramènes, et c'est pour ça que les pierres, généralement, tu vois, elles ont un contour ciselé, enfin lisse, et elles ont des petits trous après à l'intérieur. Ouais, et en fait, c'est la boucharde qui donne cet effet. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, après, bon bah ça pour finir, là alors ça c'est vraiment, bah tu vois, elle est pas très vieille parce qu'en fait, elle est pas très vieille parce que j'en avais une autre qui est foutue, et du coup j'ai racheté elle. Donc, parce que de temps en temps, même si on n'est pas trop pour le truc de consommation non plus, mais on aime quand même bien aussi travailler avec du bon matos. Et moi, la mienne, elle était vieille et je me suis fait un petit plaisir. Donc, j'ai acheté ça. Franchement, pareil, ouais, tu vois, tu vois ce qu'on te disait avec le support de pointe. Tiens, passe-moi une de pointe derrière. Regarde, on va leur montrer là, en bas là, tu vois. Donc, tu vois, on va te montrer, mais donc tu vois, ça c'est vraiment typique un marteau pour de la brique. Travail de brique, donc brique plâtrière, tu sais, parce qu'il y a du placo, mais il n'y a pas que du placo dans la vie, hein Greg? On peut aussi... non mais c'est vrai, je suis bien d'accord. On peut aussi travailler de la brique. Voilà, tiens, regarde, l'exemple, merci Greg. Tu vois, bon bah ça c'est une pointe de cloueur, on s'en branle. C'est, hop, tu vois. Bon alors tu vois en fait, voilà, c'est ça qu'on voulait te montrer. C'est que là, la pointe, elle tient toute seule. Donc alors tu vois, t'imagines que là, tu as un bout de bois, et pour pointer, plutôt que tenir la pointe et machiner... Oh putain, t'as vu ça? Et bah tu la fous là, et hop, tac, tu tiens ton bout de bois, tu tapes une fois, ça la pique, et après tu te détaches et tac, tu continues. Alors bon, comme on disait tout à l'heure, et ben c'est sûr qu'au début, t'as pas l'habitude, bling, 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 elle va voler. Ouais, et puis généralement, tu piques pas au bon endroit en fait. Voilà, tu manques de précision, etc. Donc bon, ça, je sais pas si c'est indispensable, mais bon, si tu fais de la brique, surtout de la brique, tu vas en avoir besoin. Voilà. Ça c'est bon. Ça, petit truc vite fait, que je te parle ça vite fait, puis après Greg te fera voir les burins, les trucs. Ça c'est vraiment un petit appareil, j'en avais déjà parlé dans la vidéo, quand j'avais fait une vidéo réagréage. Ça c'est vraiment un appareil qui est pas très cher et qui est bien pratique. En gros c'est quand tu fais un ragréage ou une chape, c'est surtout pour du travail au sol. Où tu as besoin d'aller faire une petite retouche, et ben tu peux pas tellement t'avancer dans le produit, mais tu as besoin quand même. Donc plutôt que d'aller foutre la main dedans comme un gros porc, et ben tu vas foutre ça, et tu vois, ça va se piquer à travers ton produit. Mais comme ça, tu n'auras pas la main dans la merde, et ça va laisser très peu de marques. Et après, d'ici, hop, bah, ça va te faire un appui pour aller plus loin, vraiment. Donc bon, ça, est-ce que c'est indispensable? Je pense pas. Non, mais c'est utile. Après, par contre, c'est vraiment utile. Ça dépend de ce que tu fais. Pareil, si t'en fais une fois tous les 10 ans, mais par contre, si t'es pro, moi je pense que c'est pas mal, ça vaut 30 balles par là, peut-être un peu moins. C'est Raymondi qui fait ça, et franchement, moi j'y trouve vraiment bien pour l'utilité, et en plus c'est increvable. C'est-à-dire, je pense que dans 15 ans, je l'ai encore. Faut le laver quoi. Faut le laver, ouais, voilà. Alors justement, transition sur le lavage. Ah bah tiens, transition sur le lavage, bien. Il faut laver les outils, ça c'est super important parce que déjà des outils qui sont sales, on a pas envie de travailler avec. Quand ils sont sales, on fait pas du bon boulot avec parce que forcément si tu veux lisser quelque chose ou quoi, s'il y a des gratons, bah, tu vas tout arracher, c'est dégueulasse. C'est vrai, bah, voilà, tu fais de la merde. Tu fais de la merde. Plusieurs types de brosses, donc ça, et ça c'est plutôt des brosses pour mouiller en fait. Ouais, c'est plus la brosse pour mouiller le support. Quand tu fais, tu sais, tu as un scellement à faire. Voilà, ça, disons que ça c'est plutôt une brosse à chien dent quoi. Ça c'est bien pour nettoyer.
je conseille ça. Il y en a qui ont un manche, des fois c'est bien aussi pour éviter de trop plonger les mains dans l'eau. Bah comme j'avais là, elles sont sur un chantier, tu sais, comme mes petites balayettes quoi. Voilà, une balayette c'est pas mal. Faut qu'elle ait le poil un peu dur, parce que des fois, si c'est resté un peu longtemps, le ciment ou la chaude, il faut bien pouvoir gratter. Alors ça, pour mouiller, c'est bien. Ça, c'est plus pour mouiller un support qui est assez poreux, ou si on doit reboucher un trou, par exemple, sur un mur en pisé ou en machin. Ouais, voilà, tu trempes ça dans la flotte. Tu trempes ça dans l'eau, tu jettes dans le mur, voilà, ça humidifie, c'est bien, c'est pratique. Ça va bien. Et ça, normalement, c'est une brosse. Ça, c'est une brosse de tapissier. Ouais. Voilà. Mais j'en ai... Tu la mets où? Alors, le pinceau, je le garde. Et le reste, je te le donne. La brosse de tapissier, j'en ai 2-3. Et quand je les change, à force de faire de la tapisserie ou de la toile de verre, etc., quand elles sont trop usées, au lieu de la jeter, je la recycle en maçonnerie. Parce que du coup, ça va très bien. Et bah, comme tu disais, pour mouiller un mur, pour humidifier un truc, etc. Les broches. Mais c'est bien quand tu veux nettoyer à mesure, par exemple, tu vois, si c'est, je disais tout à l'heure qu'il faut qu'elle soit dure, mais si tu nettoies un petit peu tes outils à mesure, t'as pas forcément qu'elle soit trop dure, quoi. Ah bah non. Et là, elle est souple, tu vois, donc. Ouais. Et c'est bien parce qu'elle a un manche. Mais ça, j'aime bien, moi, je m'en sers tout le temps. Hein. Donc après les broches, les burins, tout ça. Burin. Donc la broche, donc pointue. La broche, elle est toujours pointue. Toujours pointue. Pour piquer, voilà, ben avec une massette. Hein, je regarde de temps en temps c'est mieux il reste de la batterie. C'est mieux de le faire avec une massette, ça évite de se taper sur les doigts. Parce qu'avec une massette, on a quand même plus de... Par rapport à un marteau, tu veux dire? Ouais. Avec une massette, on a plus de frappe, mais puis aussi, surtout, on a plus de poids. On a plus d'espace aussi. Ouais. Donc, alors après, il y en existe, tu sais, où il y a une protection caoutchouc. Ouais, tu sais, pour les chachas d'apprentis, tu sais. C'est pas mal. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Je dis pour les apprentis, mais c'est vrai que quand tu t'es... En plus, ça, c'est une saloperie, tu sais, ça, c'est comme quand tu te mords. Tu sais, quand tu bouffes, tu te mords la lèvre. Et du coup, après, alors ça t'énerve, et du coup, tu te remords 4 fois au même endroit. Et voilà, quand tu te loupes, tu peux être sûr que quand tu t'es tapé 10 fois sur les doigts, après tu fais gaffe. Oui, mais il faut apprendre. Le métier, ça, c'est le métier qui rentre. Quand t'es gun apprenti, non, mais c'est vrai. Tu te tapes au début, tu te tapes, et puis à la fin, tu envoies des grands coups. Hein? Parce qu'avec un marteau, on n'a plus. Mais un marteau, c'est beaucoup plus petit. Donc c'est vrai que la surface est. Non, mais là, vaut mieux taper à la massette, et puis en plus, ça porte plus. Ça porte plus. Donc, broche, burin, la même chose, sauf que hop, ça, j'y garde, parce que ça va dans le camion tout le temps. Merci, mon petit lapin, je suis un peu chiant. Un peu, juste un peu. Broche, burin, c'est la même chose, mais plat. Donc tu vois, il y a un embout plat. Ça, c'est plus pour de la... C'est pareil, mais c'est plus pour de la finition. Ou plus quand tu veux... Et bavurer, ou quand tu veux détacher des gros bouts. Des bouts plus gros. Par exemple, tu casses une chape, pareil, pour faire une douche à l'italienne. Tu vas fragiliser, tu vas commencer à entamer avec la broche. Et après, avec le burin, et tac, il y a des plus gros bouts qui vont se détacher. Tu vas travailler différemment. Ciseau à brique. Le ciseau à brique. Il est pas mal parce que du coup il est assez polyvalent en fait. Voilà, ciseau à brique polyvalent. Ça sert un peu à tout. Faut faire gaffe parce que bien souvent après on les ébrèche. Ouais, mais après tu mets un petit coup de touret, mais sans trop. Touret, faut pas trop chauffer, faut aller mollo parce qu'après on perd la trempe. Ouais, si ça commence à bleuir, c'est pas faut surtout pas. Et donc voilà, pour faire pas mal de choses, pareil pour gratter. Pour gratter, pour couper de la brique. Normalement c'est pour couper la brique. Ouais. Mais donc c'est ce que, comme on disait tout à l'heure, on en parlait un peu avant. Moi ça je m'en sers beaucoup, tu sais, vu que je fais de la salle de bain clé en main pour décoller du carrelage, tu sais, des vieux carreaux sur des briquetages. Tu fous ça, tac 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 à la massette. Ça part d'un impeccable. Bloc. Ce qui va vraiment bien aussi, ça c'est pour les plaintes. T'as des plaintes à décoller. Tu fous ça, tu sais, t'as le joint de plainte, t'as une plainte à droite, une plainte à gauche, t'en décolles deux d'un coup. Tu fous ça par-dessus, pling, tu tapes. Ouais. Mais si t'as un mur en placo, faut y aller mollo. Parce que si ta colle, elle colle de chez colle, quand tu vas taper, crac, tu vas passer dans le placo. Donc tes plaintes, elles vont rester, mais tu vas passer à travers. Alors c'est pas grave. Tu prends un peu de map, tu rebouches. Mais ce que je veux dire, c'est que le top, ça c'est vraiment quand t'as un mur en brique, un vieux mur en briquetage ou en dur, et que tu veux aller décoller quelque chose, ça, moi j'adore. Les taloches, Greg, présente-nous les taloches, ça j'y range. Là, il y a deux types de taloches en fait, il y a deux matériaux, il y a le bois et le plastique. Bon, le plastique. Personnellement, je préfère le bois. Après, je pense que c'est une question d'habitude, quoi, de sensation, parce qu'en fait, quand on taloche, il y a un bruit, il y a une sensation touchée, il y a un rendu quand on passe, enfin voilà. Et puis, moi je pense qu'aussi, par rapport à la laitance, le plastique va plus avoir tendance, quand tu vas talocher, à faire remonter un peu la laitance. Je pense pas. Tu penses pas, toi? Moi j'ai cette impression. Mais bon, encore une fois, par contre, je suis d'accord avec toi, c'est aussi le rendu, c'est le massif. Ouais. Ça c'est le geste, hein, le mec qui va dire bah moi je préfère bosser avec ça parce que je ressens mieux le produit, parce que t'as raison. Ouais. Alors après ça c'est une taloche pour dégrossir on va dire.
Parce qu'en fait, par exemple, quand on enduit un mur, bon, bah, on a une surface, on l'enduit à la main ou à la machine, peu importe. Mais du coup, le support, il est plein d'imperfections. Donc avec ça, en fait, on va déjà dégrossir et aplanir en fait la surface. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, ben, s'il y a des trous, on les rebouche. Il ne faut pas trop insister parce qu'après, ben, forcément, ça fait des creux, des bosses. Et une fois qu'on a fait ça, ben, après, ben, on prend la petite. Et ça sert plutôt en fait à finir l'enduit et à fermer le support, vraiment à le terminer. À serrer un peu serrer, plus. Voilà. Surtout sur des enduits à la chaux traditionnels, le problème c'est que si on ne travaille pas assez, l'enduit il va fissurer, ou si on travaille trop c'est pareil, mais... Ben, c'est technique voilà, quoi. C'est technique. C'est pas du truc plein de merde. Bon, non mais c'est technique. Voilà. Bon, ça c'est super bien, c'est Roger Mondelin qui fait ça, c'est pas pour leur faire de la pub. Tu vois Roger Mondelin, des marques à la con, partout. Pour défendre la taloche bois, si vous dites « Ah, ma taloche elle va pas, quand je la passe ça accroche dans les coins. Quand elle est neuve elle va pas très bien, c'est vrai. Alors ce qu'il faut faire, c'est, parce qu'en fait elle est trop plate. D'accord. Ce qu'il faut faire c'est la tremper dans l'eau une journée. Ouais. Et la ressortir après. Du coup elle va, en fait elle s'arrondit un petit peu, tu vois, si tu regardes elle est un peu arrondie. Elle va gonfler. Ah ouais, putain, bah tu vois, je me coucherais moins con. Elle est un petit peu arrondie dans Je ce sens-là. savais pas ça. Et comme ça, bon bah les coins ils accrochent moins. Ah ouais, putain, ça la fait travailler. En fait, il faut l'user un peu quoi. L'user un peu, ouais. Si elle est trop neuve. Si elle est trop neuve, c'est la merde. Ouais, c'est la merde parce que du coup ça accroche souvent dans les coins et tu vois, tu rentres dedans, ça va mal. Alors que là, bon bah après, tu la connais ta taloche. Ouais. T'arrives, tu la gères et voilà. Ok. Chose qu'avec une taloche plastique, on peut pas faire. D'accord, bon. Mais la taloche plastique, souvent on s'en sert comme support, tu fous de la goume dessus et puis tu prends, puis tu balances. Mais ça aussi, ça aussi. Généralement, quand t'envoies la main, t'as une truelle et... Tu prends ta truelle, donc tu prends ton mortier, tu le mets dessus et après tu l'étales, tu fais comme tu veux. Tu prends ton mortier, tu le jettes après sur le Et en fait, ça c'est un outil très important quand tu veux boucher les trous. Voilà. Et ben voilà. Plutôt que toujours te baisser, récupérer ton mortier, le jeter. Ouais, mais ça, là, tu le mets en place sur ta. Voilà, le mieux c'est de faire ça. Par contre, ça, pour moi, ça fait partie des indispensables. Ça, c'est indispensable. Si tu fais un peu de maçonnerie, il faut ça. Et puis ça vaut zéro. Alors là, c'est pas une question de prix. Hein. Ça vaut que dalle. Tiens, bah ça, on y range dedans. Bon alors, attends, vite fait, un petit pichet. Alors ça, c'est plus mon habitude à moi que j'aime bien, parce que c'est pas pareil, mais je vais te montrer quand même. Mais ça, c'est plus parce que en fait, il est gradué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'on a tendance à travailler avec du latex, avec des trucs que Greg il aime pas trop, mais moi, c'est vrai que je l'avoue. Mais à culpa, des fois, je mets un peu de latex, je mets un peu de produit, je mets un peu d'hydrofuge, mais on a l'habitude de se faire aider justement avec ces produits. Et ben c'est vrai que des fois tu aimes bien avoir un dosage, mettre un peu tout le temps pareil, ou même quand on fait de la chaux ou quoi que ce soit et qu'on met un peu de colorant ou des machins, on aime bien avoir, bon après c'est plus à la pesée, mais on va dire voilà, moi j'aime bien avoir un petit pichet gradué. Bon, petit pichet gradué, ça c'est des vieilles casseroles que je trouve soit sur des brocantes, soit chez les mamies des fois. Elles accrochent, ça va plus pour cuisiner. Mais pour un maçon, c'est extraordinaire. Moi, j'y adore. Quand tu fais un gobetit de façade ou quand tu as quelque chose à balancer, tu prends, schlac. Et là, tout à la gamelle, ma caille, est comme dans le temps, ma caille. Et même pour faire un dosage. Allez, une gamelle de chaux bien pleine, une gamelle de poudre de marbre, tu sais, quand tu fais le stuc, une gamelle de... Parce que tu vas pas m'acheter du stuc tout près à 90 balles, le truc comme ça, alors que moi je t'en fais 200 litres pour 8 €. Mais pas avec la gamelle, hein. Mais pas avec la gamelle, non mais tu vois... Et je trouve que ça va vraiment... Ça, c'est vraiment... c'est un truc à tout faire, hein. Tu pioches du sable, Bon, ça, tu vas à la broc, t'envoies une, tu dis au mec, allez, 50 centimes, et puis t'en ramènes... des camètres, bon celui-là il fait 60 mètres, ça c'est pareil, ça sert toujours, tu vois, putain, lui il y a des cailloux au milieu, ça sert pour tout, hein, ça sert pour tout. Surtout celui-là, je m'en sers surtout pour de l'implantation, ou quand je fais un peu de paysage, tu sais, avec la mini-pelle, on a 2-3 bricoles à faire, tu déroules, crac, tu prends tes repères, etc. Pour prendre les repères, ce que je me sers beaucoup aussi. Si tu veux implanter, voilà, à implanter, ça c'est indispensable. Mais même ça vaut 20 balles, 30 balles, tu vas y garder toute ta vie. T'es peut-être pas obligé, là il y a 60 mètres, t'es peut-être pas obligé de prendre 60 mètres. Déjà, 25 mètres déjà. 25 mètres déjà, c'est bien. 20-25 mètres. Moi j'avais pris ça, je te dis, parce que passer un temps, et puis même encore maintenant, je fais beaucoup de paysages, beaucoup de trucs dehors, j'aime bien. Donc c'est vrai que tu t'implantes des trucs, ça va bien. S'il faut mesurer 3 fois. Voilà, bombe de traçage, tout ce qu'il y a de plus con, balourd. La marque, on s'en fout, mais il faut toujours en avoir une ou deux. Et il faut toujours, alors là c'est les deux mêmes, c'est un mauvais exemple, mais dans le camion j'en ai d'autres, et là j'en ai d'autres. Il faut toujours avoir 2-3 couleurs différentes, parce que si tu veux... au moins 2, ouais. Voilà, au moins 2. Si tu veux faire des traits en disant, bon bah là c'est là qu'il faut que je démarre, c'est là qu'il faut que je m'arrête, ou là il y a la flotte, là il y a l'électricité, là...
Ça, c'est vrai, c'est indispensable. Bon, tu n'es pas obligé d'en avoir 50. Nous, on en a une ou deux, tu vois, dans la caisse. Ça, je passe vite. Tiens, ça, il y a qu'à y foutre dedans aussi. Ça, par contre, ça va dans le camion. Vite fait. Bon, scotch orange. Bon. Scotch orange. Tu t'en sers pour tout. Protéger, scotcher, machin. Une éponge. Tout le temps avoir au moins une ou deux éponges. Alors ça, c'est une éponge fine, ça c'est plus pour du joint de carrelage, c'est un mauvais exemple. Mais sinon, même une grosse éponge, il faut une éponge. Parce que l'éponge, pareil, tu peux t'en servir pour humidifier un support, mais tu peux t'en servir pour mettre un petit coup sur ta taloche vite fait, tu peux t'en servir pour nettoyer, tu peux t'en servir pour... Ça sert pour tout. Tu renverses une casserole d'eau, un machin, éponge vite fait chez le client, il faut une éponge. Une éponge à cordex. Alors, différence entre cordex et cordeau. Le cordex, il y a de la... Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Le cordex, il y a de la poudre. Donc tu vois, dedans, tu ouvres. Alors ça, c'est un vieux machin de maçonnerie, mais il y en existe 50 sortes. Je ne vais pas tous te les sortir, il y en existe 50 sortes. Tu ouvres, dedans, tu achètes de la poudre bleue, rouge, comme tu veux. Tu fous de la poudre. Après, tu tires. Il y en a, soit, tu vois, tu mets une petite pointe d'un côté, tac, tu tires, et tu fais taper, tac, ça te fait un trait bleu. Ça, c'est vraiment, c'est super bien. Hein. C'est indispensable. C'est indispensable parce qu'il faut avoir des repères. Du coup, avec ça, on donne des repères sur un mur. Voilà, tu vois, tu dis, bah tiens, je veux tracer là. Hop, et bah tiens, tu vois, vas-y, tape, hop. Tac. Voilà, et tu vois, ça te fait une ligne bleue. Et t'as une ligne droite. Et t'as une ligne droite. Et ça, souvent, les maçons, trait de niveau. Ils font le trait de 1 mètre, tout le trait mètre. Le trait mètre, et tac. Et après, toute la maison dépend de ce trait. Voilà. Donc là, t'as pas intérêt que ce soit le guignolo qui a tiré un trait. Hein. Faut que le mec, quand même... Ça, et la différence avec le corps, ce que moi j'appelle le cordeau, c'est ça. Cordeau, c'est normal, sans poudre. Ça va te servir pour aligner tes rangs moellons. C'est juste un fil, ouais. C'est juste un fil. Mais par contre, c'est un fil solide, hein, quand même. Ah, bien sûr. Mais ça, c'est pareil, ça tient. T'achètes ça, mais t'y gardes 10 ans, toute ta vie. Enfin, peut-être pas toute ta vie, mais j'en ai 2-3. Suivant ce que tu fais, ça s'accroche un peu. Donc, ça, c'est plus pour délimiter, pour tirer tes rangs moellons. Tirer des lignes droites, en fait. Tirer des lignes droites. Si t'es pas au sol et... Ça sert bien. Ça, il t'en faut indispensable. Ok, tu continues de présenter un peu, ça on y présentera à la fin, présenter un peu ces trois bricoles, la branlette. Le fer à joint, c'est ça hein? Ouais, un fer à joint. Un fer à joint, donc ça a plusieurs... Je vérifie qu'il y a de la batterie. C'est pour faire, bien souvent, c'est des nez de marche ou des choses comme ça. En fait, c'est pour faire un petit arrondi, ouais. C'est pour faire un petit arrondi sur une partie où on sait qu'on risque de l'abîmer, en fait. Ouais. Parce que si une arête saillante, en fait, elle craint beaucoup les chocs. Un seuil de porte. Un seuil de porte, un seuil de porte-fenêtre, un nez de dalle. Tu sais, tu as déjà remarqué des fois, tu as les dalles ou des portes, tu sais, ça se finit, ça fait un petit peu un cadran. Et ben, ça sert vraiment à faire ça. Du coup, en fait, on vient se caler là et après on fait glisser. Souvent, on vient se caler contre le coffrage. Ouais, voilà. C'est un coup de main aussi à prendre. Hein. Ouais. Mais parce que des fois, ça accroche, il y a un grain de gravier. T'es content. Mais bon, c'est utile. C'est pas forcément indispensable. C'est pas utile, indispensable. Non, mais ça, pour le bricoleur, c'est pas indispensable. Après, bon, bah, si t'es maçon ou si t'es comme nous, tu bricoles, il t'en faut un. L'avantage de ces 3/4 d'outils, c'est que pour l'instant, il est quasiment pas cher. Tout est accessible. C'est vrai qu'à la sortie, à la fin, ça fait une petite addition. Oui, mais ça, les 3/4, ça fait 10 ans que j'y ai. Ouais. Donc, si tu veux, c'est pas. Disons que si tu veux faire un peu de travaux. Si tu veux faire un peu de job, il faut avoir un peu de trucs. Donc, ça, c'est des crossettes. Alors, il y a plein de noms. Moi, j'appelle ça des crossettes. Ouais, crossettes. Il y en a des rondes, des octogonales, etc. Ouais, il y a plein de sortes aussi, c'est pareil. Donc ça sert en fait à te bloquer une planche. À bloquer une planche ou un chevron, quelque chose. En fait, il faut la rentrer. Ouais, dans un joint. Rentrer dans un joint ou dans quelque chose. Il va niquer mes étagères, lui. Alors, et après, donc, le principe, c'est de serrer là. Juste un truc, c'est qu'en fait, il faut toujours l'incliner dans le sens où tu vas fermer. Parce que si tu la mets comme ça, en fait, tu ne pourras pas fermer ta planche. Ouais. Donc, si tu la mets comme ça, je sais pas si on voit bien, mais... Je sais pas si on verra bien, mais le fait de la mettre comme ça, au moins quand tu fermes, et ben ça la repousse un petit peu et ça tient bien. En fait, ça c'est un petit peu, s'il y a des menuisiers qui nous regardent, c'est un petit peu comme un valet d'établi. Voilà. En gros, voilà, le système, c'est de dire, avec ça, on va tenir quelque chose plaqué contre une surface. Donc, en gros, comme disait Greg, par exemple, tu as besoin de couler une coudière de fenêtre ou de faire un coffrage ou machin, tu mets ta planche contre ton mur, tu fous ça dans ton mur, soit sur un moellon, entre des joints, ou alors sur du ça peut aller très bien ou très mal, parce que... Voilà, c'est soit ça va bien, quand tu as le coup de main, après au bout d'un moment, tu sais comment les mettre. Mais souvent, au début, tu te fais chier, tu galères, elle tient pas. Et une fois qu'en gros, si tu veux, ta broche, parce que c'est une broche, hein, ni plus ni moins, une fois que ta broche, elle est plantée, et ben tu viens ramener ta clavette, là, ta crossette, contre le support à serrer, tu mets un coup de marteau et crac, ça la bloque contre.
Bon, c'est un coup de main. Ça, on t'en montre. Il y en a des petites, des grandes. Il y en a 2, mais j'en ai des pleins seaux. Ça, si t'en achètes, faut pas en acheter 2. Faut en acheter 25. Ouais, déjà 10. Ou au moins 10. 10, parce que ça va te servir pour tout. Pour du coffrage, etc. Serre-joint de maçon, vas-y. Serre-joint de maçon, bon. Alors, Le serre-joint en ferraille qui craint rien. Voilà, alors ça, c'est les serre-joints. C'est pas très cher. C'est pas très cher et c'est efficace. Voilà, tu vois, il y a même l'étiquette encore. C'est efficace. Il n'y avait pas le prix, c'est bon. Tu vois, Revex encore. Du coup, ça sert à serrer. Voilà. Généralement, ça va bien pour faire des arases ou du coffrage. Du coffrage, voilà. On met une planche là, il y a bah, tu vois, quelque regarde, chose au milieu. Tu vois, regarde, là. Tu vois, par exemple, t'imagines que tu as un mur en pisé ou tu as un mur de la largeur du machin. Tu veux refaire la rase. Donc la rase, c'est le dessus bien propre. Et bah, tu fous une planche de chaque côté. Et comparé à un serre-joint à pompe, où tu viens visser, et ben là tu viens embuter et pour serrer, tac, tu fais petit un coup de marteau, coup de marteau ici, pardon, parce que là c'est quand tu veux l'enlever, de l'autre côté, tu fais petit un coup de marteau et en fait si tu veux, ça vient serrer, ça vient faire comme une crossette, mais ça serre fort, hein. Ah ben, ça sert, plus tu tapes, plus ça serre. Plus tu tapes, plus ça serre. Donc voilà, après, les serre-joints de maçon, comme on dit, c'est fait pour être serré en tapant. Donc c'est pas fait pour faire un collage de menuiserie. Voilà, ouais. C'est pas fait pour faire un truc pour précis. Pour tenir des planches. Voilà, pour tenir de la vieille planche, tu viens, il file un coup de machin, tac, mais tu peux quand même être précis, hein, parce que tu fais un coffrage, tu veux faire une arrache, tu peux être nickel de niveau. Ah ben, mais bien bon, sûr. Voilà, c'est pour du gros boulot. Mais voilà, ça correspond à la caisse, maçonnerie gros œuf. Ça pèse un peu, quoi. Ouais. Et puis c'est des serre-joints, tu vois, si t'as vu, c'est tout con, hein, c'est un fer plat qu'ils ont tordu d'usine, ils ont soudé un truc. Je veux dire, c'est des trucs un peu de bourrin. Je veux dire, si t'as du ciment dessus, c'est pas grave. Si c'est rouillé, s'il est un peu tordu, il sert pareil, c'est pas grave. C'est pas, tu vas pas en prendre soin comme les serre-joints que je t'ai présenté dans la caisse de travail du bois, où là tu vas les bichonner et au contraire tu vas faire gaffe qu'il n'y a surtout pas un maçon qui les touche, parce que les mecs non mais ils bourrinent les mecs, c'est vrai. Moi j'avais 2 serre-joints à pompe, j'ai prêté à un collègue maçon, et, putain, ils m'ont mis mais pourris. Non mais c'est pas méchant, mais faut le dire. Ils ont l'habitude de forcer. Et ouais, ils ont l'habitude de faire les badabeux. Faut que ça, mais faut bon, que ça résiste. Donc pour ça, mieux ça. Un coup de boulon. Un coup de boulon, donc c'est une grosse cisaille avec un gros levier. Ça sert. C'est pour couper le tord à béton. Pour couper du tord à béton. Les ferrailles qu'on sert dans la maçonnerie. Tiens, regarde la caille. Tu vois, un tord à béton, c'est quoi ça, du 8? Ça c'est du 8. Allez. Là, ma caille. Donc tu vois, du treillis de soudage, de tout ce que tu veux. Bon, ça, il en faut un. Il en faut un. Moi, je pense. Voilà. Ah bah, si t'as pas ça, faut une disqueuse. Ouais, voilà, t'as toujours de la ferraille à mettre. Si tu fais un peu de maçonnerie et que tu mets de la ferraille, il va te falloir quelque chose pour couper cette ferraille. Ouais. Il n'y a quand même pas besoin d'être ingénieur pour comprendre ça. Non, mais on est bien d'accord, mais c'est pas la peine d'acheter une cisaille comme ça si t'as 4 bouts de ferraille à couper. Oui, mais alors à ce moment-là, il te faut une disqueuse. Mais il faut une disqueuse. Tu vas pas le faire à la scie à métaux parce que. Mais on a généralement plus souvent une disqueuse à la maison, tous. C'est vrai. M'énerve. Commence pas à m'énerver. Donc c'est vrai. Pendant qu'on est à ça, bah tu vois, on va te parler de nous ce qu'on appelle la branlette. La branlette ou le tire-cochon. La branlette. Non, je connais pas le vrai nom d'ailleurs. C'est un lieur. Un lieur. C'est un appareil à lier. Alors à lier, en fait, à installer des liens. En gros, quand tu fais de la maçonnerie, t'as toujours des fers ou des treillis à accrocher. Tu sais, quand tu fais une dalle ou quand tu fais quelque chose, par exemple, tu veux accrocher ces 2 fers ensemble. Parce que des fois, il faut rabouter les fers. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait une distance de recouvrement. Et ces fers, il faut que tu les attaches. Donc, tu vas pas ni mettre du scotch parce que t'es pas voilà, on fait de la maçonnerie. Et tu vas pas non plus souder. Alors, peut-être que si tu fais un barrage thermonucléaire, tu as peut-être besoin de souder, mais si tu fais un truc pour chez toi pour faire ton pool à housse, tu vas pas souder ou tu vas pas mettre un colson à la con. Donc tu vas faire comme un maçon, et vu que tu veux pas t'embêter avec des fils de fer, tu vas acheter ça, ça vaut 0. Une botte de lien, tu vois, tu achètes ça, des bottes de 500, des bottes de 1000, etc. en fonction de tes besoins. Il y a plusieurs longueurs. Il y a plusieurs longueurs, ça c'est la longueur standard, ça doit faire 140 mm, 14 cm. Et donc, tu vois, je sais pas si tu vois bien, mais en fait, tu vois, il y a une boucle d'un côté, un bout de fil de fer, une boucle de l'autre. Et en gros, ça, bah, tu vois, tu vas venir y plier là, rassembler les 2 boucles, et après, tu vas prendre ce qu'on appelle le lieur. Nous, on appelle ça la branlette, mais c'est sur les chantiers, c'est un truc
Voilà. Mais sinon, c'est un lieur automatique et tu vois, il y a un crochet. Donc tu vas venir prendre les deux. J'espère que tu verras bien. Tu vas prendre les deux et tu vas tirer. Et une fois, et tu vois, c'est automatique. Et 2 fois, et 3 fois, et machin, jusqu'à ce que les deux soient serrés. Et tu vois, ça t'a attaché les deux ensemble. Alors là, j'en ai mis un vite fait, mais après, t'en mets 2, 3, 4, 10, etc. Tiens, regarde, viens Greg, on va en faire un devant la caméra. L'avantage avec ça, c'est que si t'as pas mal de liens à mettre... L'avantage, c'est que si t'en as une pleine dalle de 80 mètres carrés... Ouais, voilà, au moins, tu prends ça, t'avances, parce que sinon, avec une paire de tenailles et un bout de fil de fer... Ah bah, avec une paire de tenailles, un bout de fil de fer, tu t'en sors pas. Si t'as envie de punir tes gamins, tu leur fais faire ça, mais... Voilà. La branlette. La branlette. On est des branleurs, du coup, là. Ouais. Allez, branle. Là. Alors, je vais vous montrer si on tire trop ce que ça fait. Ouais, si on tire trop, ça va casser. Voilà. Ah, il a bien cassé. Oh la putain, alors. Ça te fout les boules. Ah ouais. Quand t'es sur un chantier, il casse jamais bien. En fait, il casse là-bas. Il casse Sarah, ça tient pas. Il casse Sarah, faut en remettre un. Et là, quand on fait une démonstration, ça casse. Oh bah Dieu, ça te dégoûte. Hein. Bon, enfin voilà, donc tu vois, t'as compris. Ouais. En gros, ça sert, c'est quelque chose de maçonnerie. Alors tu vois, ça va pas te faire un serrage. Tu vois, ça bouge quand même encore un peu. Mais les deux sont maintenus le temps qu'on coule le béton. Et du coup, t'es sûr et certain quand même de la position. Donc ça, c'est bien. Voilà à quoi ça sert. Donc ça, je dirais, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais si, dès que tu vas faire un peu de boulot à faire, ouais, il en faut parce que dès que tu vas bricoler un peu, t'achètes ça. Et puis voilà. Le tamis. Tiens, ça va. Bah tiens, ça va d'abord. Ma caille. Le tamis, bon bah le tamis c'est pareil, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. T'achètes un tamis comme ça vaut que dalle. C'est vrai, ça vaut 20 balles, j'en sais rien, ça vaut que dalle. Et puis ça t'y garde pareil. Donc là, eh ben, c'est pour tamiser. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Je sais pas, on va pas aller vous chercher une pelle de sable. Mais je veux dire, tu as du sable 0,4, tu veux, t'as ton tamis, t'as acheté du 0,2, et ben tu fous du 0,4, tu fais hop, ça trie, et puis dessous, ben, ça te sort du sable fin pour faire une finition ou quelque chose. Bon, aujourd'hui, on en utilise moins qu'avant. Avant, on en utilisait parce qu'il y avait moins le choix. Aujourd'hui, on a tellement tout pour bien faire qu'on en utilise moins. Aujourd'hui, quand on utilise un tamis, c'est pour se dépanner. Pour se dépanner, pour faire quelques... C'est pour se dépanner, pour faire 2-3 sauts, quoi. Voilà, mais sinon, sur un chantier, tu fais venir où tu amènes du sable du 0,2, du 0,4, du 0,6, en fonction de ce que tu veux. Il y a tout ce qu'on veut. Hein. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'on veut. Moi, je l'ai parce que des fois, en dépannage, tu as besoin de bricoler un peu et ça va pas mal. Voilà, tamis de maçon. Ça, par contre, tu peux y avoir. Peut y avoir, c'est pas indispensable. C'est pas indispensable, mais si t'es particulier, ça peut t'éviter d'acheter 25 sortes de sable. Ouais, attention. Voilà. Ou alors si t'as un peu de gravier à béton, tu dis, ah mince, il me prenait 2-3 poignées de sable, et ben tu mets ça. T'as du gravier à béton, il te faut 3 poignées de sable, et ben, mais ça va te sauver. Maintenant, attention, toi qui construis, te dis pas pour économiser 4 ronds, je vais faire venir que du gravier à béton, et pour monter les moellons, je vais tout tamiser pendant 4 jours. Laisse tomber, va acheter un demi-mètre-cube de sable. Rouleau débuleur. Tiens, je sais pas à quoi ça sert, je connais pas. C'est vrai? Non. Bah ça sert essentiellement pour le ragréage. Quand tu coules un ragréage, souvent, putain mais ça va, c'est du papier. J'ai eu peur, je croyais que c'était de la colle. Ça allait chier. Donc rouleau débuleur, tu m'en as déjà vu servir. Je te mettrai une petite vidéo pendant qu'on discute. Tu fous un manche à balai. Et en fait, quand tu viens mettre ton ragréage, tu vas venir passer ça dans ton ragréage. Et en fait, ça va l'aider à le lisser. Et ça va virer toutes les petites micro-bulles qu'il peut y avoir dedans. Et à la fin de ton ragréage, ça va te faire une vitre. Donc ça, si tu fais un truc par an, ça sert à rien. Si tu es un peu professionnel, je pense que pareil, il faut avoir ça. Et ça coûte pas énorme. Mais ça va surtout, par contre, vraiment améliorer la qualité du boulot. Et une fois que tu en auras un, tu pourras plus t'en passer. Moi, quand je fais un ragréage, je m'en passe pas. Même un truc de quelques millimètres, je le passe au débuleur, ça le lisse, je te jure, ça fait ressortir toute la... Ça le lisse, ça le débule, ça aide le produit, c'est vraiment efficace. On finit par ça, Greg, je te laisse finir par ça, parce que ça tu connais. Là, je connais, ça, on l'a servi pas mal. Pendant des années, tu l'approches bien, tu te montes bien. Ouais. Donc ça c'est un sablon. Alors le principe en fait c'est pour pistolet à enduire ou sablon. Nous on appelle ça sablon. Dans la profession on appelle ça sablon.
En fait, c'est pour envoyer du mortier sur une surface. En fait, c'est pour faire un enduit. Sauf qu'au lieu de le faire à la taloche, comme je disais tout à l'heure, avec le mortier dans la brouette, de le mettre sur la taloche, de le reprendre de la taloche, de le mettre sur le mur. Là, en fait, tu prends ça. Ça, c'est merveilleux. Tu fais des façades entières avec ça. Tu fais des façades entières. Après, il faut avoir un compresseur qui débite. Ah bah par contre, il faut avoir un truc qui a des chevaux. Ça vaut pas le coup de sortir pour quelques mètres carrés, mais voilà. Moi, pour quelques mètres carrés, je le sors. Ça dépend, ouais. Dès que ça dépasse 4-5 mètres carrés, je le sors. Parce que t'as pas trop le coup de poignet. Mais j'ai moins le coup que toi, ouais. Donc après, voilà, c'est un gros bol en fait. C'est un gros bol. Et à l'intérieur, en fait, on voit qu'il y a des petits gicleurs. Donc l'air arrive par là, sort par les gicleurs, et après, ça pousse le mortier en fait par les trous là. Voilà, ça vient pousser le produit, et le produit, du coup, il est éjecté par les trous. Voilà. Là, il y a une manette on-off. Voilà, il y a une petite manette. Donc et en fait, on le raccorde au compresseur, et après, on prend le mortier dans la brouette comme ça. Ou dans la gamate. Ou dans la gamate. Et après, là, on appuie sur la machine, sur le bouton, et puis on projette. Voilà, et ça, disons que ça, autant pour un maçon ou pour nous, moi franchement je le regrette pas. Ça par contre ça vaut un peu plus cher, ça c'est 300-400 balles. Mais bon, ça là c'est pareil, c'est... Bah ouais mais il faut le compresseur si t'as pas de compresseur. Par contre il faut un compresseur et puis il faut pas un machin pour balancer de la finette. Hein. Moi j'ai un truc, je te mettrai les références dans la description, mais j'ai un gros Euromer, un machin à 2000 €, hein. Enfin je veux dire, faut un truc qui balance. Ou sinon c'est le compresseur de chantier carrément, voilà, le ou les gros thermiques. Mais si t'as un petit compresseur, que tu gonfles les roues des vélos de tes gamins le week-end, et avec une petite cuve de 50 litres, ça va pas aller. Ça va aller, tu vas faire 50 cm², et le truc derrière, ouais. s'arrête et puis ça y est. C'est possible, hein, on y arrive, mais bon, ouais, long, non, mais c'est. Moi j'avais, avec mon 100 litres que j'avais, j'ai essayé, je me suis vraiment fait chier. C'est-à-dire vraiment, tu balances, tu arrives, mais tu balances 50 cm, faut attendre. En fait, ce qui compte, c'est pas tellement la cuve ni rien, c'est le débit d'air. Il faut qu'il y ait un gros débit d'air. Parce qu'en fait, là, quand on appuie sur la... Quand tu appuies, ça balance... là, d'ici, là, le béton, je le projette au machin, là-bas. Ah ouais. Donc, en gros, c'est vrai que ça, c'est... Dès que tu veux faire un peu d'enduit, un peu de façade intérieur-extérieur, par contre, il faut tout bien cacher, parce que c'est vrai que tu balances du produit avec de l'air, donc ça gicle. Tu t'en fous un peu de partout. Ça, c'est le top pour nous quand on fait les murs de clôture. Des petites façades, ou comme là, tu verras, quand je ferai mes enduits intérieurs, putain, mais... Tu fous ça, hop, et c'est vrai que ça va bien. Et ça te le projette. Et après, si tu connais, je te mettrai une vidéo ou un lien vers la chaîne de mon pote, là, Solitaire. Lui, il fait des façades entières, il fait des trucs avec ça depuis toujours. Et lui, il a fait... Moi je m'en sers, mais lui, il s'en sert à bloc. Et si tu connais un peu, et ben, tu verras que lui, il fait des façades entières avec ça. Et enfin, moi, je pense que là, dès que tu as un peu de la façade à faire, dès que tu veux faire un peu de la finition... C'est vraiment bien. Disons que c'est le bon compromis pour ne pas envoyer à la main. Et puis parce qu'après il y a, en fait, entre la taloche, le sablon, il y a ça, c'est en fait c'est le sablon, il est entre la taloche et la machine à projeter. Voilà. Après tu as carrément la machine à projeter où tu peux mettre des produits. Mais après si tu es façadier, tu vas pas acheter ça. Non. Si tu es façadier, tu vas acheter la machine à projeter de dingue et tu vas vraiment en bouser avec. Ça je dirais, ça c'est pour occasionnel, le paysagiste. Petit mur de clôture. Les mecs comme toi et moi, qui sont artisans généralistes, de temps en temps on fait un bout de machin, c'est impeccable. Le petit maçon qui fait peu de façades, qui va faire 200-300 mètres carrés par an. Moi j'ai fait, quand j'ai commencé à faire des façades, je faisais avec ça. Hein. Ah bah ouais, mais attends, mais je te dis, le collègue, il fait des centaines de mètres carrés dedans. Dans une machine à projeter, c'est compliqué. C'est sûr. Et puis ça, c'est hyper bien. Par contre, quand t'en fais toute la journée, le soir, tu dors bien, Macaille. Ah ouais, bah t'as des bras, c'est comme ça. T'as des bras comme ça, là. Macaille, moi en plus, je suis déjà balèze, moi en plus. Ouais, fais voir. Bah oui, oh, c'est dans l'emballage. Bon, voilà. Bon, on a fait le tour. Alors bon, on t'a pas montré les seaux de maçon, les caisses à gâcher, les pelles, machin. Bon. Ouais. Disons que ça c'est une caisse à outils. Ça c'est plus, voilà, c'est un coffre. On prend tout ça, on y fout dans le coffre, et quand on a besoin avec le Greg, on fout ça dans le camion Ben, et en avant Guingamp. Et en avant. Et on va bien faire du bon boulot quand même. Ouais. Hein, ça nous empêche pas. Et on est content de le faire, et on le fait. Et on dit pas, ouais, rendement. On dit, oh, t'as vu là, on n'y ferait pas ça, mais c'est pas prévu. Oh, on va y faire quand même, ça va faire plaisir. Et puis ça sera tellement plus joli. Et puis ce sera tellement plus joli. Et puis, oh, nous on aura perdu quoi, 30 balles, et bah tant pis. Et puis le client quand il rentre, oh putain, bah les mecs, vous avez assuré. Ça va rester 30 ans. Et voilà. Et dans notre cœur, on est content, dans notre tête, on est content. Et voilà, et c'est un petit peu ce qu'on essaie de vous transmettre à travers tout ça.
moi je suis pas là pour vous vendre rien du tout, j'ai rien à vendre. Moi je suis là pour vous montrer et c'est un partage de connaissances, un partage d'émotions, un partage de savoir-faire et c'est ça qui fait qu'on est comme on est, qu'on prend du plaisir dans ce qu'on fait. C'est parce qu'on n'est pas là juste pour dire voilà le machin avec le filtre. Bon, on vous montre un petit peu, on vous partage ce qu'on sait. Donc, et ben moi j'étais super content de faire cette vidéo. La prochaine fois, toi aussi ça t'a plu? Non, ouais, ça m'a plu. La prochaine fois qu'on fera cette vidéo, qu'on fera une vidéo ensemble, et ben je pense qu'on ira chez Greg. Parce que là, t'as vu, j'ai beaucoup parlé. Mais la prochaine fois, c'est Greg qui parlera et il vous fera voir sa maison. Donc, bois, paille. Voilà, maison ossature bois, isolation paille. Donc, ossature bois en charpente traditionnelle. Donc, c'est pas très courant en fait dans la construction paille. Enfin, pas très courant. Il y a plein de techniques, donc je vous montrerai la mienne. Voilà, une parmi tant d'autres. Une parmi tant d'autres. En tout cas, conventionnel ou pas, tu t'appliques à faire de ton mieux. Surtout, voilà, c'est une maison qui... Ce sera une maison de famille, enfin voilà. Ouais, c'est pas un truc d'investisseur, voilà. C'est ta maison. Tu te rends compte, c'est important de dire, je fabrique, c'est ma maison. C'est ma maison, c'est la maison d'une vie. Bon, tu peux te séparer, tu peux machiner, il peut y arriver tellement de choses, mais en attendant, tu essayes de construire quand même la maison. C'est ça. Le foyer familial, tu vas passer tes Noëls, tu vas voir grandir tes gamins. C'est important une maison quand même. Hein. Bien sûr, et puis au moins, s'il y a des erreurs, ben, je me dirais, bah, tant pis, c'est ta faute. Hein. Voilà, et puis... Et je dirais pas, bah oui, il me l'avait dit, l'autre, machin, que je n'aurais pas dû prendre lui parce qu'il fait de la merde. Voilà, enfin, et puis on n'a pas la science infuse. Non, les erreurs, puis... ça fait partie de l'apprentissage. Il faut arrêter en France de dire « Ah, t'as vu, il a tout mal fait !» Au contraire, il faut dire, il a essayé. Il a peut-être... À chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a un truc qui se casse la gueule. Ouais, mais si tu marches sur les Bah oui, mais là c'est de ma faute. Puis tu vois, le rail festoon chaque cœur, je vais l'abîmer. Ouais, Oui, c'est un rail. en plus. Regarde. Ah! Ah! Tu l'as vu ce rail? Regarde. Oh putain! Tu te rappelles? Du sang, une trace. Ça, c'est le rail qui m'a coupé le pouce. Saloperie, va. Des coups de scie là, du sang. Va des rétros, Satanas. Putain. Mais voilà, bon, tout ça pour dire que essayez de faire ça bien. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Personne n'a la science infuse, tout le monde en fait. Mais le but, c'est d'essayer de faire son mieux. Essayez de faire de votre mieux. Voilà, c'est le mot de la fin. Essayez de faire de votre mieux. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les... Et c'est sûr que si demain il y a des super maçons qui nous regardent, ils vont dire « Ouais, putain, ils nous cassent les couilles, ils racontent que des conneries. » Nous, on n'est pas là pour vous dire « Notre technique, c'est la meilleure. » On est là pour vous dire « Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Ne regardez pas que la montre et que le portefeuille, parce que tout ça, ça s'oublie. Le travail, il reste. » Exactement. Et prenez du plaisir. Si le truc que vous faites, c'est un peu tordu, eh ben, c'est pas grave. Au moins, vous aurez eu Vous direz, ah bah tiens, la prochaine fois, je ferai comme ça. Et puis, vous direz, c'est moi qui ai fait. Voilà, c'est moi qui ai fait, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et puis, si vous vous sentez pas, il y a plein de bons artisans encore. Parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on fait le coup de gueule. Mais il y a encore plein de bons, il y a encore plein d'artisans qui travaillent avec leur cœur, avec leur tripes, qui ont envie de bien faire. Il n'y a pas que des mecs qui font de la merde, faut pas dire ça. Il y a encore plein de mecs qui font des super trucs, du super boulot. Ok. Bon, la prochaine fois, Greg, qu'on filme, on va chez toi, on fait faire le tour du propriétaire, on fait un petit reportage. Avec plaisir. Tu nous feras tout voir. Tu nous feras tout voir, les petits secrets. Les petites astuces pour faire de la paille. Les petits outils qui vont bien. Qu'on peut se faire tout seul. Ah oui, toi, tu as fabriqué tes propres outils pour faire... quelques outils, ouais, parce que... C'est génial. Bon, tu mettras un coup de balai. Je mettrai un coup de balai, je ferai un petit peu de rangement. Tu rangeras, tu feras beau. J'essaierai. Bon, j'étais super content de faire ça avec toi, mon pote. Bon, les petits bichons, comme d'hab, faites du bon boulot, soyez créatifs et je vous dis à très bientôt. À la prochaine, bye. Ciao.